C'est le podcast AWS en français. Nous sommes en été. Vous êtes peut-être autour de la piscine quand vous écoutez cet épisode. Et restez-y, vous avez bien raison. Vous avez peut-être le cocktail dans les mains. Parce qu'on va parler de piscine dans cet épisode. Une fois n'est pas coutume, c'est normal aussi, c'est l'édition de l'été. On va parler IoT, collecte de données, Grafana, mais dans un contexte estival autour de la piscine. Le podcast AWS en français, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, merci d'être là pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Continuez de nous laisser des petits pouces vers le haut, des petites étoiles, des commentaires. Je les lis autant que faire se peut, j'y réponds souvent, également, presque tout le temps même. Dans cet épisode, on va parler IoT, collecte de données, mais dans un contexte un peu ludique, un peu fun, parce que voilà, on est au début de l'été, c'est le début des vacances. Le podcast ne s'arrête pas pendant les vacances, mais je pensais qu'on pouvait traiter de sujets peut-être un peu moins entreprise, un peu plus fun, un peu plus geek, et j'ai le plaisir pour ça d'accueillir un geek de parmi les geeks. C'est Jérôme Grasse. Tu es Solution Architect chez AWS en France. Tu habites dans le sud du pays, c'est pas un secret. Tu as une piscine, et j'ai remarqué tous les propriétaires de piscines, ils ont une espèce de tendance à observer tout le temps la température, le pH, l'acidité de l'eau, mais pourquoi? Bonjour Sébastien. C'est parce que ce sont des choses qui sont assez sensibles, le pH, la température, la clarté de l'eau, ce sont des choses auxquelles on fait attention parce que si jamais ça varie et ça dérive, on peut vite arriver à des eaux troubles, des eaux avec des algues, donc c'est absolument plus baignable. Il faut faire attention et être vigilant, oui. Ça prend du temps. Il faut prendre soin de la qualité de l'eau. Et tu as construit une solution toi-même pour monitorer la qualité de l'eau de ta piscine. C'est de ça qu'on va parler pendant cet épisode-ci. On va voir techniquement comment ça marche. Et évidemment, elle est dans le cloud. Bah oui, sinon on n'en parlerait pas ici. Mais pourquoi pas une solution du marché? Je suppose que ça existe quand même des solutions off the shelf. Oui, alors effectivement, il y a des solutions qui existent. Moi, j'aime bien bricoler, j'aime bien les choses où je vais un petit peu dans le détail, dans construire une solution qui répond exactement à mon besoin. Par rapport à la mesure du pH et à mesure de la température, les outils de filtration et tous les appareils qui sont avec ma piscine par défaut font déjà le job minimum, il n'y a pas de souci. Par contre, ils sont pas connectés, donc j'ai pas d'historique, j'ai pas la possibilité de le consulter à distance, et je voulais avoir un deuxième point de mesure pour contrôler, vérifier, valider, corroborer les premières mesures. D'accord. Et puis oui, l'aspect connecté, je mets souvent dans ma bio, si vous voulez me vendre quelque chose, assurez-vous qu'il y ait une API, voilà. Et puis le plaisir de faire soi-même et puis de jouer avec les technologies qu'on aime bien. Donc techno, on va parler IoT, on va parler acquisition de données, TimeStream, Grafana. À haut niveau, de bout en bout, c'est quoi la solution que tu as mis en place? Et puis après, on va descendre dans chacun des composants et puis des challenges techniques que tu as eu pour construire cette solution. D'accord. D'abord, pour prendre la température, faire la mesure, il fallait déjà un appareil qui permet de prendre la mesure, et je voulais pas prendre quelque chose de très compliqué à maintenir, notamment les choses qui sont dans l'eau, c'est compliqué. Donc là, j'ai préféré utiliser un appareil qui prend la mesure par infrarouge et brancher un autre appareil qui, lui, va envoyer la donnée à travers Internet, on regardera ça ensemble, directement dans le cloud AWS, via le service qui sert exactement à ça, qui est AWS IoT Core. IoT Core, une fois que la donnée arrive là, les données sont filtrées, éventuellement triées et envoyées dans un service de stockage. Le service de stockage dédié pour les données de type temporel, c'est Amazon TimeStream. Donc je me suis dit, c'est le service qui sert à ça, allons-y, la porte est ouverte. Le chemin est tout tracé. Et de la même manière, on a différents services pour faire des dashboards, remonter des KPI. L'idée, c'était d'utiliser le service Grafana, qui est encore en preview aujourd'hui, mais qui a des interfaces vraiment prévues pour les interfaces temporelles, pour les graphes, pour les jauges, les mesures de température. Ça s'y prêtait tout à fait. Comme je l'avais utilisé aussi dans le passé, c'était assez naturel.
un bon match. Ça t'a pris longtemps? Je sais que quand on fait ce genre de hobby, on mesure pas les heures, on ne compte pas les heures, mais globalement, on parle en heures, en jours, en semaines. On parle en quelques heures, étalées sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Ouais. Mais ça a été un petit peu de tâtonnement pour trouver les bonnes mesures, faire le bon affinage du thermomètre, de comment filtrer les données correctement, parce qu'il y a forcément toujours tout un tas de données un peu parasites, comment affiner le stockage, affiner les diagrammes, mais la chaîne elle-même, en 2 heures, elle était montée, le plus gros du boulot. Ça, c'est un retour d'expérience qui m'intéresse. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Il y a le truc papier qui marche bien, où on voit le schéma d'architecture, etc. Tu es solution architecte, moi je l'ai été aussi, donc c'est ce qu'on fait. Et puis il y a la réalité où on reçoit des données qui n'ont rien à voir, il faut filtrer, il faut faire attention. Mais j'y reviendrai. Commençons par le début. Tout commence avec un capteur. Comment tu as choisi le capteur? Comment il fonctionne? C'est quoi, si on peut donner la marque? Alors, voilà. On peut. Donc l'appareil que j'ai utilisé, c'est un M5 Stick C. Donc dans la gamme des M5 Stack, c'est un produit qui est basé sur une architecture, si je dis pas de bêtises, ESP32. Donc on est sur un tout petit appareil programmable. Et qui offre en plus par M5 Stack et est supporté par la communauté plusieurs firmware. Et l'un de ces firmware, c'est un firmware qui permet de faire de la programmation visuelle à partir de blocs, qui transcrit ça automatiquement en MicroPython. Donc ce sont des choses qui vont assez vite et qui sont très modulables, notamment en termes de hardware aussi. On peut brancher sur ce M5 Stick des chapeaux, alors des hats en anglais. Il y a tout un tas d'extensions comme ça qu'on peut mettre. Il y a des extensions pour prendre la température à distance via l'infrarouge. Il y en a d'autres qui vont mesurer la pression atmosphérique ou la température ambiante autrement. Il y a beaucoup de capteurs sur la communauté. Il y a même des capteurs de mouvement ou des capteurs de pression, empreinte digitale, pardon. Donc on peut sécuriser la chose. Donc le M5 Stick, c'est plus c'est pas un capteur en fait, c'est un microprocesseur avec une petite boîte et l'alimentation, un microcontrôleur, d'accord, sur lequel il faut programmer. Je mettrai le lien évidemment dans les notes de l'épisode du podcast. Ça coûte 2 fois rien. Je suis sur le site web là en regardant, ça coûte $16, c'est correct? C'est ça, moins de $20. Il y a des batteries ou il y a une alimentation externe USB? Il est intégré, il contient une batterie, il contient tout un tas de capteurs, un micro, il contient la connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Donc c'est vraiment tout intégré et ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc ça vaut vraiment le coup pour les bricoleurs qui aiment jouer un petit peu avec des objets connectés. C'est vraiment l'entrée de base, c'est très très complet. Alors soyons clairs, on n'a rien à gagner à faire la pub de ce truc-là. Il se trouve que c'est celui-là que tu as utilisé, donc on parle de celui-là, mais il y a des tas d'autres solutions sur le marché qui existent pour faire la même chose. Je veux juste être très clair là-dessus. On ne gagne pas d'argent à faire de la pub pour M5 Stick ici. Et donc, il vient de se greffer là-dessus différentes sortes de capteurs, et toi, tu as opté pour un capteur infrarouge de température. C'est un capteur qui donc mesure la température via les infrarouges qui se reflètent sur les différents objets qui sont identifiés. Ça mesure la température à quelques centimètres. Alors évidemment, en période de Covid, on peut imaginer un appareil qui prendrait la température sur la tempe, mais là, j'ai préféré utiliser directement pour mesurer l'eau de la piscine à distance, et pour pas avoir à le mesurer directement dans l'eau, je me suis branché sur le système de filtration, et notamment, je mesure la température des tuyaux, en fait, qui amènent et qui font repartir l'eau du système de filtration. Ah oui, donc non seulement il ne touche pas l'eau, mais en plus il est séparé de l'eau par le tuyau lui-même, donc du plastique ou du PVC ou un truc comme ça. Et donc tu as dû calibrer le truc, ou ça donne directement la bonne température? C'est tout calibré, c'est fourni tout prêt. Donc ça fonctionnait tout de suite, que j'ai pu donc corroborer que la température était la bonne avec le système intégré à la filtration qui donnait exactement la température au 10e de degré près. Alors ce truc-là collecte les données du capteur. Tu as il y a un microcontrôleur sur le M5 Stick. Comment est-ce qu'on programme ce truc-là? Comment est-ce que tu uploads ton programme dessus? Et puis surtout après, comment il va envoyer ces données dans le cloud?
Alors, le M5 Stick est fourni avec une interface de type Blockly qui permet, à l'aide de blocs, donc basés sur des librairies codées par la communauté, de configurer visuellement l'algorithme qu'on va pouvoir ensuite déployer. Donc, on le branche en USB-C à son ordinateur, on assemble les différents blocs, notamment certains blocs sont déjà tout faits pour AWS IoT Core. On va pouvoir identifier le endpoint IoT Core qu'on veut utiliser, le bon port, les certificats. Donc il y a quoi ? Il y a un SDK AWS, en tout cas mini SDK juste pour IoT, qui est déjà built-in par la communauté, ou ça fait partie du produit ? Non, alors qui est du coup built-in en support par la communauté, mais donc fourni officiellement par le produit. Du coup, avec ces choses-là, on va pouvoir assembler les différentes étapes de son algorithme, déployer ça sur son M5 Stick, configurer en même temps le Wi-Fi, et à partir de là, ça se comporte comme un appareil sur le Wi-Fi, il se connecte à Internet automatiquement. Ah oui, donc il est connecté au Wi-Fi directement, donc tu dois initialement en tout cas le connecter d'une façon ou d'une autre à ton PC pour lui donner le mot de passe du Wi-Fi, etc. C'est ça. Initialement en filaire et ensuite il se connectera en Wi-Fi, et donc il a fallu un relais Wi-Fi jusque dans le jardin pour pouvoir avoir la portée Wi-Fi nécessaire. J'allais finir exactement à cette question-là. Je disais, tiens, t'as le Wi-Fi qui traîne jusque dans le fond du jardin, dans l'abri où se trouve l'équipement de la piscine. Oui, d'accord. Donc, il a fallu étendre le Wi-Fi là. C'est compliqué le code qu'il y a là-dessus, parce que bon, il reçoit une mesure du senseur, donc je suppose qu'il y a un événement qui se déclenche et puis il faut faire l'appel à IoT. C'est à peu près tout. C'est aussi simple que ça, avec une boucle infinie. Donc, en l'occurrence, j'ai choisi 1 seconde. On va aller prendre la mesure du capteur toutes les secondes et on va aller construire donc un petit bout de texte au format JSON qui va être envoyé via le protocole MQTT directement au endpoint IoT Core, sur lequel on se sera authentifié à l'aide du certificat qu'on a paramétré au préalable dans le service AWS IoT Core. Alors on va expliquer ça après quand on sera sur IoT Core. Là, j'essayais de rester sur le M5 Stick, mais je crois qu'on a fait le tour. Oui. Donc petit boîtier orange, cliquez sur le lien dans les notes du podcast, allez voir à quoi ça ressemble. L'outil de développement, tu dis c'est par bloc, c'est une appli installée sur son Mac, sur Windows, et puis ça se connecte en USB. Oui, alors il est sous Mac, sous Windows, et il y a même une version web. Si vous voulez vraiment rien installer, c'est possible aussi. L'IDE s'appelle UiFlow. UiFlow, je mettrai également le lien dans les notes du podcast. Alors, ce qui reçoit ces messages, c'est le service AWS IoT Core qui est justement fait pour ça, parler à des objets connectés et recevoir des messages des objets connectés. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce service-là, à quoi ça sert, comment il marche ? Alors, pas de souci, c'est un service vraiment dédié à la gestion des objets connectés. On peut créer des types d'objets qu'ensuite on va instancier à chaque fois qu'on va avoir rajouté un objet individuellement. On peut aussi gérer des flottes d'objets. Ça nous permet de gérer ce qu'on appelle des shadows, donc les ombres des objets, c'est-à-dire au fur et à mesure que les objets communiquent leur statut, on va enregistrer ce statut-là. Et à l'inverse, on peut aussi pousser des commandes aux objets connectés. En l'occurrence, c'était juste la remontée d'informations qui m'intéressait. Et pour ça, on a un protocole qui est natif, qui est très courant dans les objets connectés, qui est le protocole MQTT, qui a l'avantage de permettre la sécurisation, l'authentification, l'autorisation intégrée, qui a le désavantage d'être assez limité. On est à 256 kilooctets maximum. Par charge, par message. Tu peux envoyer plusieurs messages. Ouais. MQTT, historiquement, ça vient d'IBM. C'est MQ. Peut-être que si vous avez travaillé sur mainframe, vous connaissez MQ Series. C'est le même. MQ, c'est Message Queue. Mais évidemment, avec une implémentation très différente. C'est une version très light de MQ. C'est un protocole de transport de messages, donc en publish and subscribe, comme vous pourriez le faire avec SQS et SNS sur AWS. Et TT, c'est télémétrie transport, si je me souviens bien, ou transport télémétrie, donc vraiment conçu pour les objets connectés qui n'ont pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de bande passante. Et donc IoT Core, c'est un abus de langage si je dis c'est un service managé, c'est un broker MQTT, donc un serveur MQTT managé par AWS, avec des tas de fonctionnalités autour, mais au cœur
Au cœur, on a... Je peux résumer comme ça ? Oui, exactement ça. On a au cœur d'IoT Core un broker MQTT complètement managé. On n'a absolument pas besoin de gérer l'infrastructure sous-jacente. Et ça nous facilite même la gestion des erreurs parce qu'on n'a même pas besoin de créer les topics. On va juste gérer l'autorisation sur les différents topics, mais on n'a même pas besoin de les créer, les maintenir, les supprimer. Tous les mécanismes de dead letter sont fournis et managés pour nous. Dead letter, juste pour message expliquer, qui arriverait et qui ne trouverait pas destinataire. D'accord, donc c'est une file d'attente des messages en erreur qui doivent être traités manuellement. Comment ton bidule Orange, ton M5 Stick, il s'authentifie sur IoT Core ? Comment il dit que c'est lui et pas celui d'un voisin mal intentionné ? La sécurité, elle est basée sur des certificats X509, donc ce sont des certificats de chiffrement assez classiques, mais qui permettent aussi d'authentifier non pas que le serveur, mais aussi le client. À partir de là, on déploie la clé privé sur le M5 Stick et il va l'utiliser pour chiffrer ses messages. De l'autre côté serveur, on a la clé pour déchiffrer ses messages et on sait que les messages chiffrés par cet appareil ne sont chiffrés que par cet appareil. Et donc, puisqu'il a la clé privée. Et donc IoT Core génère un certificat par appareil qui se connecte, ce qui peut faire des centaines de milliers de certificats. Oui, alors si on n'est pas forcément, si on n'a pas un besoin fort d'authentifier chaque appareil individuellement, on peut réutiliser les différents certificats sur, par exemple, toute une flotte de machines qui seraient au même endroit et qui serviraient à la même chose. On peut aussi voir un certificat par appareil, on n'est pas limité en nombre de certificats. Et déposer le certificat sur l'appareil M5 Stick, c'est un SCP, un FTP, où il y a un truc prévu Quand on se connecte on a l'interface en fait de UiFlow qui permet simplement en glisser-déposer de faire passer le... C'est trop facile. C'est trop facile. On a aussi d'autres interfaces possibles effectivement en SSH. En SSH, mais pour ça, il faut déjà qu'il soit sur le Wi-Fi, etc. Oui. Et donc, ça veut dire que la clé privée est physiquement sur l'appareil, et c'est ça qu'il va utiliser pour s'authentifier en postant ses messages sur MQTT. Et je suppose que quand tu crées ton broker, ou je ne sais pas comment ça s'appelle dans IoT Core, il te donne un endpoint, il te donne l'adresse qu'il faut donner à tes appareils. D'accord. Et ça, tu reportes dans ton application, développée graphiquement, je le répète, sur le M5 Stick. Ok, je vois la première partie du flow. Et donc le M5 Stick commence à envoyer des messages JSON. C'est un format que toi tu as défini dans ton application ou c'est un format qui vient de l'appareil lui-même? On peut utiliser le format qu'on veut. On pourrait tout mettre en CSV ou en ligne toute simple. C'est une suite de caractères qui est transmise. Oui, je dis JSON. Mais nativement, par malformation. Nativement, l'IoT Core propose des exemples en JSON et il y a des blocs pour construire du JSON automatiquement dans UiFlow. Et toi, tu as choisi quoi? Juste du texte? JSON, parce que c'était aussi simple. J'avais 2 points de mesure, la température et l'heure, parce que du coup, le M5 Stick a sa propre horloge interne qui se synchronise sur Internet. Donc, je lui fais envoyer aussi l'heure courante en même temps que la température de valeurs dans un JSON. Donc, ces valeurs arrivent sur IoT Core. Comment ça marche dans IoT Core pour en faire quelque chose? Est-ce qu'on déclenche un traitement? Est-ce qu'on déclenche une fonction lambda? Enfin, comment est-ce que tu transfères cette valeur qui est arrivée dans IoT Core à ton espace de stockage qui est la base de données TimeStream? Alors, dans IoT Core, pour agir sur les données qui sont reçues, on a ce qu'on appelle des règles. Et on va pouvoir créer une règle qui va, avec une simple requête SQL, sélectionner des données depuis un topic, là où sont publiées les données. Donc, select temperature from topic, et c'est tout. Là, on a une règle qui va permettre de matcher toutes les températures qui sont remontées dans ce topic. Éventuellement, si on veut commencer à faire un premier filtre, à dire je ne veux que les températures qui sont inférieures à 25 degrés, je les envoie dans une action. Les températures supérieures à 25 degrés, je fais une deuxième règle et je les envoie dans une autre action, par exemple. Et quand tu dis une règle, enfin un filtre, ça serait une where clause en SQL, simplement where. Ok. Et température, c'est quoi? C'est ton entrée top level de ton JSON ou c'est quoi ce mot température quand tu dis select température from? Exactement. Ce sont les mots clés
qui sont remontés par le décodage du JSON. C'est pour ça que JSON est natif, mais si on avait un autre format, il serait capable aussi de décoder. D'accord. Et donc, tu définis des règles de filtrage des messages qui arrivent sur les queues, sur les topics MQTT et des actions. Quelles sont les actions possibles ? Il y a alors peut-être pas toutes, s'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui est moyen de faire les actions les plus courantes qu'on va avoir, c'est par exemple des lambdas. On va avoir simplement déclenchement d'un tout petit bout de code pour traiter cette donnée qui vient d'arriver, pour aller la mettre dans un stockage, pour aller la mettre, la reconfigurer. Enfin, il y a plein de cas d'usage avec lambda. On peut aussi directement, dans certaines bases de données, aller mettre la donnée. C'est le cas de Amazon TimeStream. J'avais une action, mais la donnée dans la table température de la base température checker. Donc, ah oui, donc il n'y a même pas de code à écrire pour se connecter de IoT Core vers la base de données TimeStream. C'est juste une action, tu donnes le nom de la base de données, le nom de la table et il s'occupe du reste. Absolument. On peut lui rajouter des valeurs supplémentaires, des choses, par exemple, qu'on voudrait mettre en dur. Quand ça vient de tel topic, on rajoute une valeur en dur pour pouvoir populer de manière plus complète la base de données de destination. En l'occurrence, ça se fait avec quelques clics. Alors évidemment, il y a une API pour tout faire programmatiquement, mais moi je l'ai fait avec quelques clics et c'est très rapide. Et je suppose que c'est la même chose pour DynamoDB et d'autres bases de données. Absolument, DynamoDB. On peut même brancher du log. Donc, si on veut que non seulement la donnée soit stockée en base, mais aussi loguée, on peut y mettre CloudWatch en destination. Donc il peut y avoir plusieurs actions possibles sur la pour même un règle. filtre. Absolument. D'accord. Alors, cette base de données dont on parle depuis le début, TimeStream, je crois qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui ne la connaissent pas parce qu'elle est nouvelle d'abord, et puis c'est pas une base de données avec des bonnes vieilles tables, des colonnes et des where clauses comme mon grand-père en faisait au siècle passé. Ça y ressemble quand même très fortement. C'est une base de données orientée temps, c'est-à-dire que pour chaque enregistrement, on va avoir de toute façon un timestamp, donc une valeur qui représente l'heure à partir du 1er janvier 1900 de mémoire. Donc une grande suite de chiffres qui permet très facilement d'identifier et de classer, lorsqu'on va requêter cette base de données, de classer et de filtrer les données en fonction d'une certaine plage de temps. Ça permet d'aller très très vite sur le traitement de données temporelles, beaucoup plus que des bases de données qui seraient classiques relationnelles. Pourquoi tu as choisi celle-là plutôt qu'un DynamoDB par exemple, ou simplement mettre les données sur S3 ? Alors pour deux raisons. Il y a un choix de design. Pour deux raisons. Déjà parce que j'avais jamais eu trop l'occasion de jouer avec TimeStream, donc ça m'a permis de rentrer dedans, et en tant que geek, j'aime aller tester des nouvelles choses. Et de deux, parce que on a vraiment à cœur chez AWS de fournir des bases de données et des stockages qui sont vraiment dédiés à des cas d'usage. TimeStream se prête exactement à ce cas d'usage, donc je voulais pousser un petit peu les limites de ce service pour voir s'il pouvait supporter. Effectivement, on supporte des millions et des dizaines de millions d'enregistrements sans problème. La rapidité des requêtes qui s'appuient dessus est vraiment bluffante. J'ai pas fait un comparatif exhaustif avec DynamoDB par exemple, mais DynamoDB s'en sortirait sûrement très très bien aussi. Non, mais la force de TimeStream ici, c'est clairement la possibilité de faire des queries sur des fenêtres de temps, des rolling windows, comme on dit. Donne-moi les dernières valeurs sur une heure, ce qui demanderait un peu plus de conception et de soins apportés à son schéma et ses queries, si on voulait, et de calcul peut-être, si on voulait le faire sur DynamoDB. Amazon TimeStream fournit certains mots-clés comme ça dans les requêtes SQL qu'on peut utiliser directement. Par exemple, now moins 6D, ça donne aujourd'hui moins 6 jours, et c'est complètement natif, c'est aussi simple que ça pour avoir le temps il y a 6 jours. Et deux cas d'usage typiques de TimeStream, c'est celui pour lequel tu l'utilises, la collecte de données qui vient de senseurs, et peut-être la collecte de logs aussi, qui finalement, des logs, c'est jamais que des senseurs de serveurs. Exactement. TimeStream se prête bien aussi à ce cas d'usage qui va nous permettre de faire des filtres sur tous les logs où il y a erreur,
et je vais pouvoir mettre le nombre de fois où j'ai eu erreur en fonction du temps et faire des groupages par fenêtre de temps, par minute, par dizaine de minutes ou par heure, par exemple. Et on va voir que c'était un cas d'usage que j'avais eu où on avait pu identifier très facilement qu'on avait des erreurs tous les jours à 9h du matin lorsque tous les utilisateurs se connectaient. Et donc, sur ce cas d'usage, on avait pu identifier certains problèmes de charge parce qu'on avait plus d'erreurs dans les logs à certains moments. Tu parles d'un serveur, là, tu parles plus on n'est plus du tout sur la mesure de température. Non, ok, on n'est plus du tout d'accord. sur le même cas d'usage, mais c'était un cas d'usage de série temporelle. Et donc tes données arrivent finalement dans cette base de données temporelle Amazon TimeStream entièrement gérée, hein, donc c'est comme DynamoDB, il n'y a pas de serveur à faire tourner, il ne faut rien installer, il ne faut pas patcher, c'est nous qui nous occupons de tout ça. Comment tu les visualises après? Comment tu fais un beau dashboard sexy pour mettre sur la TV? Alors, déjà, tu peux commencer par tester tes premières requêtes. Dans l'interface d'Amazon TimeStream, on a une boîte d'essai pour construire ces requêtes. Une fois que tu as trouvé les bonnes requêtes, on a plusieurs possibilités. On aurait pu utiliser QuickSight, qui est un outil, notre outil de création de dashboard complètement intégré à la console Amazon. Moi, j'ai préféré utiliser Grafana parce que c'est quelque chose que je connaissais et qui se prête très très bien à la visualisation de données temporelles. Donc, pour ceux qui connaissent pas le service Amazon Managed Service for Grafana, en anglais, donc le service managé pour Grafana, de la même manière que les services qu'on a vus jusque-là, c'est du service complètement managé. On n'a pas besoin de gérer l'infrastructure sous-jacente. Ça me plaisait bien. Donc c'est 3 clics dans la souris et tu as ton serveur Grafana qui... 3 clics dans la console, pardon. et tu as ton serveur Grafana qui est dispo. C'est l'idée. Pardon, ça nécessite un petit peu de configuration, notamment parce que l'authentification va se baser sur AWS SSO. Donc c'est pareil. L'authentification de quoi? L'authentification des utilisateurs qui vont se connecter au dashboard. D'accord. Donc il faut configurer AWS SSO. Voilà, les utilisateurs finaux vont utiliser, sans même le savoir, hein, AWS SSO pour rentrer un login mot de passe ou pas se connecter via un fournisseur d'identité et accéder au dashboard auquel ils ont accès. Donc ça, c'est des choses qui se paramètrent au sein du service ou en utilisant un service dédié. Moi, j'ai préféré utiliser la gestion des permissions directement dans le service. C'était aussi simple. Ouais, sinon ça fait peur. Quand on dit AWS SSO, on se dit oula, mais ça c'est pour se connecter avec un Okta ou avec un Active Directory. Je dois avoir un Active Directory. Non, vous pouvez créer vos utilisateurs directement dans AWS SSO. Pour rassurer tout le monde, ça se fait en quelques clics. Et encore une fois, il n'y a rien à coder. C'est vraiment quelques formulaires à remplir et c'est fait en quelques minutes. Ça, c'est pour que les utilisateurs puissent se connecter. Donc, au final, je suppose qu'ils ont une URL pour se connecter. Mais toi, pour construire les dashboards, connecter Grafana et TimeStream et construire les dashboards, c'est aussi une jolie interface web et du drag and drop ou c'est plus compliqué que ça? Non, c'est la même interface, en fait. Moi, je me suis connecté, mais en tant qu'éditeur, avec un rôle, une casquette un petit peu avec des droits supplémentaires qui permettent, dans l'interface la même que n'importe quel Grafana que vous pourriez installer en local chez vous, vous allez pouvoir rajouter on crée des dashboards déjà, donc une grande page dans laquelle on va pouvoir mettre des petits panneaux. Chaque panneau, c'est une requête SQL dans une source de données et un affichage qu'on va paramétrer. J'en ai fait 2 pour pouvoir avoir à la fois la mesure en temps réel et un historique des températures sur une fenêtre de temps que je choisis. Alors la donnée en temps réel, c'est quoi? C'est juste un chiffre alors? C'est pas un graphique? C'est ça. Et voilà, c'est 22, 23, 25, 26, 27. Quelque chose comme ça. Et puis l'historique, c'est un line chart ou un bar chart ou quelque chose comme ça? C'est exactement ça. Donc pour la mesure en temps réel, il y a une sorte de panneau qui s'y prête tout à fait, c'est une jauge. Donc plus la température va monter et plus la jauge va se remplir. Je vais paramétrer entre 20 et 30 degrés. Et elle est en verte entre 28 et 30. Donc comme ça, et si avant elle est bleue, donc elle est froide. et au-delà de 30, alors du coup la barre est remplie, mais elle change quand même de couleur, elle passe en rouge. Quel cas, là, la température est trop chaude, au-dessus de 30, il faut absolument la refroidir.
Vous allez cuire. Et l'utilisateur final peut choisir son range de données. J'aimerais bien voir les données sur la dernière semaine ou les 3 mois. Sur cette jauge-là, ce n'est que la température non, en temps réel, mais sur l'autre, je parle de l'historique. On peut absolument choisir la fenêtre de temps. Donc, c'est la force de Grafana, c'est qu'on peut choisir une fenêtre de temps et tous les panneaux vont s'aligner sur cette fenêtre de temps. Tous les panneaux qui sont prévus pour ça. Du coup, en fonction de la fenêtre, on va rajouter une clause where dans la requête SQL du panneau qui va aller chercher les données dans TimeStream en fonction de la fenêtre sélectionnée par l'utilisateur. On voit que sur 7 jours, on a une forme de vague. La nuit, ça se refroidit. Le jour, ça se réchauffe. Et au final, ce dashboard, donc c'est une URL authentifiée. Donc tu peux le mettre, quand je disais une télé, je blaguais à moitié. Tu peux le mettre sur la télé, tu peux le mettre sur ton mobile. C'est ça. C'est ça ton usage. Je l'ai en mobile. Je l'ai aussi sur un petit ordinateur connecté qui me fait qui m'affiche la météo, etc. C'est un petit Raspberry. Donc je lui ai affiché effectivement le graphique Grafana directement sur mon petit panneau. À quand la skill Alexa pour dire... je vais pas le dire trop fort, parce que sinon j'ai 2 appareils autour de moi qui vont se réveiller. On va dire Madame A, que tu puisses dire Madame A, quelle est la température de la piscine? C'est une super idée. Je vais me pencher sur le sujet. Alors en préparant cet épisode, je t'avais demandé s'il y avait du code à partager, s'il y avait une adresse de GitHub, mais non, en fait vous avez entendu le détail, il n'y a pas de code, il y a juste cette espèce de programmation visuelle qui est même pas du code et donc qui est difficile à partager sur le M5 Stick, et puis après c'est juste la configuration dans la console, il y a juste cette programmation en bloc sur le stick, il n'y a pas une ligne de code après, c'est correct? C'est exactement ça, et c'est toute la puissance de cette chaîne de valeur entre la donnée qui remonte du terrain et le dashboard à la fin. Tout a été codé sans une seule ligne tout a été programmé sans une seule ligne de code rentrée à la main. En low code, comme c'est à la mode de dire maintenant, ou no code, mais aussi en serveur. Il n'y a pas un serveur à gérer, tu n'as pas un Linux à installer, à patcher, etc. Ce sont tous des serveurs managés. À part le M5 Stick, tout est managé. À part le M5 Stick, oui. Que toi tu dois manager toi-même. Exactement, qui reste un appareil sur lequel il y a des patchs à déployer de temps à autre. Alors, dernier point avant de nous séparer, peut-être de laisser quelques idées et suggestions pour les auditeurs qui veulent essayer ça chez eux. D'abord, ça coûte combien tout ça, monsieur? Parce que tous ces services, ils ne sont pas gratuits. Donc, si tu déploies ça sur ton compte, quelles sont les principales métriques? Et puis, ça coûte combien en réalité sur ton compte? Alors, aujourd'hui, ça me coûte pas grand-chose parce que IoT Core, lui, est facturé en termes de messages et de règles et d'actions déclenchées. Donc là, on va être à $3,42 par mois. Par mois. Ouais. Amazon Time. C'est moins cher qu'un café dans une grande marque américaine que je ne citerai pas. Mais t'envoies combien de messages par unité de temps? Enfin, j'ai fait un message par seconde, ce qui est beaucoup trop. On est d'accord que c'était vraiment pour le challenge technologique, mais évidemment, une mesure par minute, et encore... Ça suffirait largement. Pas toutes les 5 minutes suffirait largement, parce que la température évolue très lentement, évidemment. Et donc, il y aurait moyen de diminuer le coût IoT Core encore significativement. Donc ça, c'est IoT Core, 3 €. Amazon TimeStream, on est sur un stockage de 1 jour en mémoire et 1 an en stockage magnétique. C'est des choses qui coûtent très très peu cher. J'ai fait la simulation. Si on avait déjà 1 an de stockage magnétique, on aurait $1,50 à peu près, $1,60 en comptant une requête aussi 2 requêtes par jour. 2 requêtes par jour, c'est parce qu'il y a peu d'utilisateurs qui vont chercher, évidemment. Là, ce qui ferait changer le prix dans la vie réelle, c'est s'il y a beaucoup d'utilisateurs Grafana qui vont pomper, faire des queries sur la base de données. C'est ça. Bon, avec 2 requêtes par jour, on est à 2 centimes par mois. Donc, c'est pas très très cher en tant que tel. Et puis ce qui coûte un peu plus cher dans cette solution-là, c'est la partie Grafana. Absolument. Alors Grafana, pour l'instant, il est encore en preview, donc le prix pourrait évoluer dans les semaines ou mois à venir. Aujourd'hui, on est à $9 par mois pour une licence éditeur, $5 pour une licence lecture seule, pour juste un reader.
Et ça, c'est vraiment un coût de licence parce que nous, c'est le vrai Grafana qui est derrière, même si c'est un service managé, où il y a encore un prix à la query ou au nombre de dashboards. Non, on a à l'utilisateur. Uniquement un coût à l'utilisateur en fonction de la licence Grafana, enfin de la licence. Et ah oui, donc c'est $9 par utilisateur par voilà, il y a les 20 premiers utilisateurs, c'est un premier seuil, et après on paye par utilisateur. Mais après, il n'y a pas d'autres. Les utilisateurs peuvent utiliser Grafana autant qu'ils veulent, ils vont pas payer plus cher. Oui, donc là, tu as 75-80% de ton coût qui est pris par Grafana. De ton coût total qui est pris par ça vaudrait pour de l'optimisation de coût, ça vaudrait le coup de se pencher sur QuickSight plus en détail, qui lui aura une utilisation, une tarification à l'utilisation, donc beaucoup. Il y a Kibana aussi. Kibana, lui, il s'appuie sur Elasticsearch. Ça veut dire aussi potentiellement changer le stockage de TimeStream vers Elasticsearch, mais c'est tout à fait une option viable. Mais ça coûterait plus cher, non? Parce qu'il faudrait tenir le cluster Elasticsearch up and running 24/24, et là, on n'est plus du tout en serverless. Exactement, on n'est plus en serverless, donc ça, c'est une architecture qui me plaisait un petit peu moins, mais si on devait passer à l'échelle et mesurer la température de plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de piscines, ce serait tout à fait envisageable. Cool, c'est une chouette architecture pour l'été. J'espère qu'on vous a donné envie d'essayer ça chez vous. En une minute, peut-être encore, le plus gros challenge que tu as eu, la difficulté que tu as eu dans ce projet-là? La difficulté a été surtout de paramétrer le M5 Stick parce que il est assez difficile à débugger. Donc, si jamais il perd le Wi-Fi, si jamais il perd la connectivité MQTT pour une raison ou pour une autre, il y a beaucoup de try-catch à mettre en place pour pas qu'il se plante et qu'il ne sorte pas tout seul de cette situation. Sinon, tout le reste, ça a été beaucoup de clics, donc assez simple. Eh ben, c'est la première fois qu'on peut parler cloud et IoT en pensant piscine et cocktail. Et voilà, je trouvais que c'était un très bon sujet pour ce podcast de l'été du mois de juillet 2021. Je ne sais pas quand vous allez l'écouter, mais en tout cas, nous, on l'enregistre au mois de juillet 2021. Encore une chose pour terminer. Tout ce que tu as expliqué, tu l'as écrit dans un article de blog, dans 2 articles de blog même, qui seront publiés bientôt. Et donc, c'est possible qu'au moment où vous écoutiez ce podcast, si vous l'écoutez juste quand on le publie, les blog posts ne soient pas encore publiés. Mais ça sera sur le blog IoT en anglais et sur le blog AWS en français. Je mettrai les liens vers les 2 blogs, évidemment, dans les notes du podcast. Et donc, les articles devraient sortir un peu après le podcast, quoi, le temps qu'ils soient approuvés, etc. C'est ça, on est en cours de relecture. En cours de relecture pour ces 2 articles. Merci Jérôme d'avoir partagé ce projet hobby, ce projet un peu geek. Comme je disais, j'espère que vous qui nous écoutiez, qu'on vous a inspiré, que vous ayez envie de faire la même chose. Donc ça coûte 2 fois rien, hein. C'est un capteur, un peu de temps surtout, et puis beaucoup d'amusement pour apprendre à utiliser ces différents services. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français, à la semaine prochaine, vendredi, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.